Bonsoir à tous. Nous allons parler aujourd'hui du Nikon, que l'on appelait la poire. Bon, ce nom lui a pas porté beaucoup chance pour son développement commercial. Eh bien, voici la Renault 14. Nous sommes dans les années 70. Renault a connu un immense succès avec la Renault 5. Renault est optimiste jusqu'au bout. Elle veut compléter son offre de développement. Et voilà qu'elle propose, elle veut proposer à côté de la Renault 12, une berline présentée en 1976 avec pour but, tenez-vous bien, de détrôner la Golf de Volkswagen, qui était à l'époque numéro 1 du marché européen. La 14, des problèmes de qualité, une campagne de communication désastreuse, c'est ce qu'on appelle un flop, mais une voiture attachante. Vous le voyez sur cette publicité des années 70, pardon, de la Renault 14. Alors l'histoire de la R14. Alors Jean-Jacques, vous qui êtes un fanat des R14, vous êtes collectionneur, vous allez nous raconter un peu votre passion, et puis vous allez commencer peut-être par une description de l'histoire, c'est-à-dire d'où ça vient la R14. Quand est-ce que la R14 a été présentée, le prototype, bon bref, vous avez compris, c'est une émission aujourd'hui pour les fanats de cette voiture. Je suis sûr que comme Jean-Jacques, parmi tous ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont dans leur garage des voitures de collection, une Renault 14, peut-être une Renault 14 DS, bon. Alors, on va voir avec Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Un petit peu des précisions quand même sur cette voiture. On est tous un peu curieux de le savoir. Oui, tout à fait. Alors, moi, c'est vrai que j'avais. Alors d'abord pour resituer les choses, j'ai 62 ans. C'est vrai que j'ai eu différentes voitures. Bon, à une époque, j'avais une Seat. J'ai aussi eu la chance d'avoir la Peugeot 604. J'ai eu à un moment donné entre les mains, on passe dans une autre gamme, bien sûr, une Jaguar, une Sovereign. Bon, mais la Renault 14, c'est quand même la pièce qui, si vous voulez, que j'affectionne le plus dans mon garage. Alors, la R14. La R14, d'abord, les débuts, si j'ose dire, c'est les années 60, bien sûr. 68. 68, on a déjà des ébauches, seulement en 68, hein, de la nouvelle voiture des années 80, dans un projet qui n'est pas encore prêt. Comme Renault se pose des questions quand même sur l'avenir de l'automobile. Hein. Il n'y a pas que aujourd'hui qu'on s'en pose. Il y a eu déjà le problème des risques d'augmentation du pétrole. Alors la R14 d'abord, 71, on avait des projets de Renault 5, on avait les Renault 20, les R20, les R30 dont on parlera peut-être dans une prochaine émission. Oui, tout à fait, tout à fait. Et là, dans cette période, Renault, elle voulait quoi? Renault, elle se disait, je vais faire une voiture qui est un peu plus grande quand même que la R5. Quand même, moi la Renault 5, c'est une voiture maintenant aujourd'hui en collection qui a un trou. La R5, ça reste ma voiture chouchou parce que je trouve qu'elle est belle, et puis je trouve que finalement c'était innovateur pour l'époque d'avoir créé cette voiture, et elle reste agréable. Alors donc Renault voulait chercher à tout prix une voiture qui soit, on va dire, entre la R5 petite, hein, et la grande R30 qui était déjà plus prestigieuse, la Renault 30. Alors faut pas oublier quand même que les gens à cette époque, ils n'allaient pas en voyage par avion, c'était quand même réservé à l'élite ou des classes moyennes riches ou des classes supérieures. Je dirais plutôt des classes supérieures. La plupart des gens, ils allaient en vacances en voiture. Ils allaient en France ou ils allaient dans les pays voisins. Évidemment, le premier pays de touristes, c'est l'Espagne. Et l'Espagne, moi j'ai un souvenir, on y allait d'abord en voiture. Donc c'est l'Espagne, c'est peut-être un peu l'Italie, c'était dans certains moments des grands voyages vers l'Allemagne, vers l'Autriche,
d'autres vers les Pays-Bas. Enfin, l'Espagne, c'était d'abord l'Espagne, ou alors c'était l'Europe du Sud, enfin la France du Sud. C'est-à-dire qu'effectivement, la Côte d'Azur, la Côte Basque, la Bretagne, donc on roulait beaucoup. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand même, je vois aujourd'hui avec les breaks, les grandes voitures, je veux dire, c'est très bien, hein, mais on n'en a jamais assez. À l'époque, faut se souvenir qu'on entassait, on avait des galeries sur la toile de la R5, le coffre était plat, bon, on partait en voyage comme ça, j'allais dire sans trop se poser de questions, et puis c'était quand même sympa. Et puis, la R30, bien sûr, c'est une dimension. Alors les ingénieurs, eux, ils se sont dit, on va créer une voiture qui est entre les deux, hein, parce que qui est plus grande que la R5, plus petite et moins coûteuse donc que la R30. Les ingénieurs se posent des questions, ils se positionnent entre des gammes, commencent à dessiner des prototypes, hein, bon. Et naît la Renault 14. Renault 14, c'est une voiture que j'ai toujours trouvée bien faite. Alors, bien sûr, on peut discuter de l'apparence extérieure, on peut gloser en disant c'est raté, elle ressemble à une poire. Bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Et puis quand on dit qu'elle n'a pas eu de succès, d'ailleurs c'est relatif, elle en a eu quand même pas mal, si vous voulez. Mais elle était quand même bien, je disais, parce qu'elle reste compacte comme voiture. Elle est large, mais avec un habitacle assez sympa pour les passagers. Ça veut dire que on n'était pas à l'étroit à l'intérieur. Moi, je me suis mis à la place du conducteur. Enfin, j'étais plus souvent à la place du conducteur que sur la banquette arrière, mais ni à la place du conducteur, ni sur la banquette arrière, ni à l'avant, ni à l'arrière, on se sentait à l'étroit, quoi. Bon. Donc, alors, je crois qu'il a fallu 2 ans pour créer cette voiture. Elle a pris du temps, mais c'était pas si long que ça, finalement. Donc, les journalistes d'auto-journal, tout ça, ils étaient jamais très emballés par cette voiture. Et puis, je sais pas, il y a eu quand même, donc on va revenir sur la pub un peu plus tard, mais quand même, il faut se dire qu'à l'époque, aujourd'hui, ça n'y paraît rien, mais c'est quand même un haut de gamme de Renault. Hein, c'est un haut de gamme. Pourquoi? Parce que pour la première fois en France, c'est une voiture qui utilise des systèmes informatiques, c'est-à-dire une nouvelle technologie pour tout ce qui est tests et compagnie, des crash tests sévères, etc. Donc on a quand même une véritable nouveauté. Le slogan en 75 de la voiture, c'est l'auto du bonheur. C'est pas mal, l'auto du bonheur. Et alors, 76, ben, la R14 est présentée. Je tiens à dire qu'il y a un super site pour les amateurs de cette voiture qui s'appelle Renault, hein, la marque, trait d'union au milieu, 14.net. Et vous le trouvez sur Google ou sur l'article de Wikipédia France consacré à la Renault 14 parce que il y a une mine d'informations. Ils ont retrouvé des pubs de l'époque. Il y a même un coin, je crois, qui est pour les, si j'ose dire, les ventes de véhicules amateurs. Bon, enfin, c'est quand même ça. Alors oui, donc Jean-Jacques, la voiture, vous disiez 76, hein, pour la présentation. 76, nous sommes à Paris, place des Invalides, le 25 mai 1976, première réunion organisée par Renault pour la presse. Alors racontez-nous ça, Jean-Jacques. Oui, parce que moi je dirais que c'est le début, pas de la fin, mais le début du début pour Renault 14. C'est ça. C'est 76, on a attendu, on s'est impatienté, et on la voit sortir. Donc, attends, Jean-Jacques, ça veut dire que 60, vous m'avez dit 68, 76, toutes ces années, c'est ça pour la voir sortir, ça. On peut pas dire que c'était rapide du côté de Renault. Non, oui, bon, on n'avait pas le développement peut-être d'aujourd'hui technologique, tout
aujourd'hui. Mais ce qui est amusant, c'est que elle est sortie, elle a été préparée avant la R5, mais elle est sortie après la R5. 4 ans après la R5. Ça a besoin de beaucoup plus de temps de préparation. Je crois qu'il y a eu des hésitations. Il y a eu des hésitations dans un marché, encore une fois, international, de plus en plus de voitures, donc une sorte de développement de la concurrence qui était étroite. Bon. Donc, alors, en 76, patatras, 25 mai 76, présentation aux Invalides, elle déçoit. Elle déçoit pour ses qualités routières. Pourquoi ? Parce que la cylindrée moyenne était uniquement de 1218 cm3. Bon, une prestation inférieure, je ne sais pas si vous imaginez, à la Peugeot 104. La Peugeot 104, une prestation inférieure à la Peugeot 104 pour une voiture qu'on avait présentée comme étant une voiture un peu de classe supérieure. Bon, donc ça n'allait pas. Mais donc la presse n'est pas très contente. L'intérieur, ça va. Les journalistes aimaient bien, les gens aussi. Surtout le côté vaste. On n'était pas à l'étroit. Il y avait un élargissement arrière. Il y avait des boucliers plastiques officiers de pare-choc. Bon. Il y avait une roue de secours qui était initialement dans le coffre, quand même, la plupart des voitures qu'on trouvait maintenant sous le capot moteur. Donc on avait plus de place. Alors les journalistes, j'ai été un peu injuste quand même quand je disais qu'ils n'aimaient pas. Si, tout ce qui est habitabilité, ça ils aimaient bien, les finitions, les équipements, les lunettes arrière chauffantes, la banquette arrière qui se lève lorsque le rayon est levé. Ça, c'est une belle technologie, une belle technique déjà à l'époque, qui n'existait pas. Alors là, il y a des journalistes qui se sont dit, ça va être l'avenir de la R5, la R5 va disparaître. Alors, oui, donc, le gros défaut, si on peut parler de défaut, c'est pas l'intérieur, c'est un peu la tenue de route, mais on s'en serait passé. Mais alors surtout, Jean-Jacques, le gros défaut, c'est l'extérieur, c'est le design. Non, enfin, oui, c'est le design. C'est le design, parce que entre le design, la R5 petite, enfin classe moyenne, ouvrière, etc., donc généralisée, et surtout, bien sûr, c'est le design. C'est le design. Et alors en 78, il y a eu des changements, parce que par exemple, on a mis des nouvelles teintes sur le tableau de bord. Enfin, dès qu'elle a été lancée, sa production a ralenti. Et là, il y a une erreur monumentale, c'est la pub. Oui, c'est la pub. Renault, à ce moment-là, se met dans une campagne de pub. C'était plus la 7 chevaux du bonheur, la voiture du bonheur, c'est la poire. La poire. Et on ne sait pas pourquoi. Alors, il y a des combinaisons, des marques dans les pubs, même aujourd'hui, bien qu'elles y évitent un petit peu, qui font un peu des rapprochements entre la poire, la pomme et tout ça. Je veux dire, quand on dit que quelqu'un ressemble à une poire, c'est pas flatteur. Quand on dit qu'une chose ressemble à une poire, je trouve pas la poire très belle, quand même. Donc, ça a été nul. Faut dire ce qui est, c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que les clients ont eu l'impression d'être pris pour des poires. Bon. Et aussitôt, hop, une terrible image. En plus, il y avait les mauvaises qualités routières, j'ai dit. Donc, que fait Renault ? Il venait de lancer ça avec un prix élevé de lancement quand même. Ça coûte cher, puis on a développé un prototype, il y a eu des ingénieurs, il faut rentabiliser sur les années. Donc, ils ont
ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, on doit rester sur le prototype, parce que si on met des ingénieurs, tout ça, ça va coûter un argent monumental. On va pas créer un autre modèle avec le risque d'un échec commercial, on peut pas se le permettre. On campe déjà sur des beaux succès commerciaux, et la R5 est un beau succès commercial, la 4L est un beau succès commercial aussi, on peut pas se permettre un échec. Donc qu'est-ce qu'elle fait, Renault? Que fait la région Renault? Eh ben, elle supprime les modèles de base. Et elle introduit de la nouveauté, les modèles R14 TS, moi c'est ce que j'ai, hein, et R14 GTL. La mienne date de 1980, c'est 79, la sortie TS et GTL. Alors il y avait quoi dans la GTS? Il y avait des cendriers arrière, hein, à l'époque où on filmait plus, les montres à quartz, ça ils faisaient de la pub, c'est sympa, moi j'ai ça. Bon, un nouveau visage des jantes, machin. Et le TS, il y avait quoi? Il y avait le feu de recul à l'arrière, il y avait des lèvres-vitres électriques. À l'époque, des lèvres-vitres électriques. Des bacs de rangement dans les portières, des lèvres-vitres électriques. Et alors, top du top pour l'époque, si j'ose dire, mais ça n'a pas tellement plu. C'est le modèle TL avec l'option de toit ouvrant souple. Bon, sympa pour aller en vacances quand même. Alors, juillet 80, il y a une baisse de production énorme, hein, on dit quand même une baisse de production de l'ordre de 30%, ce qui est énorme. Mais il y a un tableau de bord nouveau, on travaillait, et en 81, grande nouveauté, il n'y a plus le logo Renault à l'arrière, il y a la marque écrite. Et les modèles GTL reçoivent un intérieur en velours. Et alors, ce qui est marrant, peu de gens savent, c'est qu'il y a eu des modèles dans d'autres pays. C'est quoi les modèles dans d'autres pays? Si vous vous baladez en Angleterre, et il y a peut-être des anglophones, des gens en Angleterre qui nous écoutent, et ben il y a eu un modèle Renault spécial pour le marché britannique. Ça s'appelle la Regency, avec des jantes alliage. Alors c'est la R14 en fait, mais ça s'appelait Regency et Renault avait fait prendre des photos là qu'on voit sur le site que je vous ai indiqué, Renault 14 net tout à l'heure, hein, si vous tapez Renault-14.net/Regency, vous allez directement vers la page de sa vie, il faut aller voir tout le site parce que ils ont pris des photos à Londres, à côté de petites maisons, petits appartements qu'on a à Londres, des victoriens. Ils ont pris une pub Regency dans un cottage, un manoir anglais. Bon, il fallait quand même approcher tout genre. Mais il fallait oser quand même à l'époque. Hein. Il fallait oser. Hein. Et ils ont créé ça avec un essuie-glace arrière. Et puis il y a un modèle qui s'appelle Spécial Suisse. Spécial Suisse qui a été sorti en 82. Les spéciales suisses, ça a permis de couler les stocks. Et alors là, c'est alors la production, c'était quoi 83, c'est fini, plus de production. Là, bon, alors aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de collectionneurs. De cette voiture. Alors, donc si je résume, quand même, 16 ans pour faire accoucher une voiture à partir du prototype. Renault 14 TS. 76, on présente les voitures sur la place des Invalides. On verra plein de voitures R14 jaune, moi j'y étais pas. À l'époque, on avait quand même parlé, hein, c'est très Et puis, même chose d'ailleurs, j'avais oublié de le dire, devant la maison de la radio, il y avait 500 voitures. Au total, Jean-Jacques, combien à peu près de voitures? Je sais pas si vous avez les chiffres. Vous m'avez dit 150, 100. Ouais, c'est les chiffres que j'ai retrouvés sur Renault 14 net. C'est 150 000 Renault 14 qui ont été produits. C'est quand même pas mal. Des nouveaux modèles qui sont arrivés, comme j'avais dit, Renault a voulu faire pour enrichir toute sa collection
attention, regardez à l'écran, c'est vachement bien. La publicité de la R14, parce qu'ils avaient un habitacle avec des éléments électroniques qui étaient totalement nouveaux à l'époque en France. Donc j'en sais rien, ça fait 2400 et pour vous donner un exemple, en 83, il y a eu que 4200 voitures fortes. Au début, il y avait 200 000 voitures. Il a fallu attendre 84 pour que le stock de R14 soit totalement épuisé. Alors, Jean-Jacques, la R14, on avait dit, c'est une voiture qui plaît aujourd'hui. Elle connaît un regain d'intérêt pour le monde des collectionneurs. Alors, ce qui est très marrant, vous allez voir, c'est effectivement, je suis en train de me promener, figurez-vous, en même temps que vous me parlez, sur le site Renault trait d'union, au milieu, le vrai trait d'union, 14.net, 14 en chiffres. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez même voir les différentes couleurs des poires, si j'ose dire, c'est-à-dire les teintes de l'époque. Vous allez peut-être retrouver la voiture avec de bons souvenirs et puis en retrouvant les photos de famille que vous aviez. Vous retrouvez ce qui est fabuleusement bien fait, l'intérieur. Alors je vois des draps orange, orange couleur des années 70-80, évidemment, des simili grains de vache noire, des draps velours flamme, vous vous rendez compte ? Dans la Renault 14 TL, c'est comme si vous étiez à l'époque. Il faut se situer à l'époque. Vous êtes chez votre concessionnaire Renault de l'époque, et là, vous choisissez la teinte, parce qu'il y avait des teintes, visiblement, des nuanciers, voilà. Alors, et puis vous allez trouver énormément d'informations sur la Renault 14, on vous dit par exemple, je savais pas, qu'il faut compter aujourd'hui à peu près, c'est pas très cher, 500 € pour un modèle TL, 1000 € pour un modèle TS. Mais il y a de la rénovation, comme toujours, il y a à refaire, quoi, quand on n'est pas soi-même là-dedans, dans l'automobile, il faut quand même faire un petit peu attention. Et il y a même, si vous voulez, si vous êtes collectionneur, si vous entreprenez d'acheter une Renault 14, si vous avez une Renault 14 et que vous cherchez les pièces de collection, eh ben figurez-vous que vous avez des pièces détachées dont les numéros sont indiqués. L'essuie-lave vitre, la bulle déflecteur d'air 3D, le bouchon de carburant fermant à clé, l'antenne du toit, le calandre anti-brouillard, les haut-parleurs de portière, nouveauté à l'époque, l'autoradio, les appuis-têtes avant, il n'y avait pas ça dans toutes les voitures, on a dû parler de la R6, il n'y avait pas d'appui-tête avant, de mémoire, je ne suis pas un spécialiste des Renault 6. Les tapis de sol, à l'époque, quand même bien plus agréables, bien plus confortables, aussi. Alors il y avait aussi des séries limitées, Jean-Jacques vous me l'expliquait tout à l'heure, on l'avait dit, la Special 78, la Regency 81, la Safran dans les années 80 aussi, donc c'était assez intéressant. Et alors, Jean-Jacques, on va parler d'un truc marrant, c'est qu'il y avait des véhicules qu'on voit aussi sur le site Renault 14net, d'urgence, oui. Il y avait qui avait des R14, pas toujours, mais à l'époque oui. La police avait des R14, 82, c'est les années 82. C'était quand même amusant. Et amusant aussi, la Renault 14 qu'on trouve dans des films. Alors, ouais, et on l'a aussi, Renault 14net, vous avez des images de R14 que vous voyez à partir d'un site imcdb.org sur lequel vous avez des extraits. Alors, il y avait quoi ? Par exemple, on vous dit que dans le film Passe ton bac d'abord, 79, vous avez une R14, le grand embouteillage, 79, La Boum, bien sûr, vous devez vous souvenir de La Boum, c'est le film et il y a et vous avez les scènes effectivement. Alors il y en a un, c'est une R5, faites attention parce que dans un des films La Boum, il y a une R5 mais il y a aussi une R14.
Diva du grand Jean-Jacques Benex, hein, L'été meurtrier avec Isabelle Adjani, La vengeance du serpent à plumes avec Coluche, et on voit les policiers qui sont sont des gendarmes dans une Renault 14, Canicule, le film d'Yves Boisset où il y a une Renault 14, La septième cible avec la célèbre musique de Vladimir Cosma, clin d'œil à la géniale émission sur le cinéma de notre chaîne où, comme vous le savez, on repasse un peu les films de l'époque, hein, les stars de ces années. Train d'enfer, beaucoup plus dur évidemment. Le château des Oliviers, Le plus beau métier du monde avec Gérard Depardieu qui joue le rôle d'un prof de banlieue qui est dans sa Renault 14, La chasse à l'homme. L'été en pente douce avec Jacques Villeray. Donc, pas mal de films où vous aviez effectivement une R14 qui était soit la star, elle n'était pas la star dans ces films, on peut la voir, et on trouve donc des R14 sur Internet à vendre, sur Internet, auprès de collectionneurs. Donc, si vous êtes intéressé, faites comme Jean-Jacques, collectionnez la R14, et puis vous pouvez même voir, comme je vous le disais, on trouve des pièces détachées quand même sur le marché, hein, Jean-Jacques me précisait. Il y a aussi une très belle exposition, on le rappellera dans cette émission, que nous on affectionne particulièrement, qui a lieu à la porte de Versailles une fois par an, et qui s'appelle Rétromobile. Et c'est une exposition dans laquelle vous avez des très très belles voitures. Moi j'étais tombé en amour pour une Bentley ancienne, des premiers âges, une superbe Mercedes Benz, une Daimler Benz ancienne. On trouve vraiment énormément de voitures. C'est intéressant aussi pour les pièces détachées, et puis c'est intéressant parce que beaucoup de nos amis téléspectateurs sont aussi des collectionneurs de voitures miniatures, hein. Les Dinky Toys qu'on a du mal à trouver, alors là aussi on en trouve sur eBay, on en trouve sur Price Minister, on en trouve sur Le Bon Coin, on en trouve sur pas mal de sites internet, on en trouve dans des annonces dans différents sites, et on ne recommande rien de particulier ici, mais enfin on trouve ça sur internet. Et ces automobiles sont effectivement, ces voitures miniatures sont effectivement particulièrement à la mode en ce moment, à des prix qui peuvent parfois d'ailleurs être très élevés. C'est plus dur de trouver en revanche une Renault 14 miniature, mais figurez-vous tout à l'heure que je me baladais sur internet, sur ces sites dont on parlait, sur l'un de ces sites, et je ne sais plus lequel, et j'en ai trouvé et que je me suis commandé. Donc on trouve et puis en plus, alors je vais vous dire, je l'ai commandé en couleur orange, hein. Bon. Ce qui est difficile aussi, mais on en trouve, c'est de trouver les dépliants et les fiches techniques de l'époque. Et Jean-Jacques, vous avez tout ça? Oui, et puis les miniatures que j'ai bien mises dans des vitrines de mon garage. Mais vous roulez, Jean-Jacques, avec cette voiture, ou c'est dans votre garage? C'est plutôt le meuble, un peu, si j'ose dire. Enfin, le meuble, entendons-nous, hein. Vous êtes, je ne dis pas ça, vous n'êtes pas le collectionneur stérile. D'abord, c'est un bel objet, mais oui, ça m'arrive, pas beaucoup. Moi, c'est pas la voiture que je conduis à la part. C'est toujours, moi je trouve que les voitures de collection, c'est de la collection préserve. On sait aussi qu'il peut arriver une tuile, donc je suis jamais trop loin, je ne prendrai pas la route pour les kilomètres et les kilomètres, parce que je suis pas un très bon mécanicien, je connais les rudiments des véhicules automobiles, j'arriverai à m'en sortir. Enfin bon, si vous allez à un garage, aujourd'hui tout est tellement baigné d'électronique, je sais pas si vous allez demain avoir des garagistes comme avant, c'est un métier super. Moi j'ai failli l'exercer, vous voyez. J'ai failli l'exercer, mais je suis plutôt allé de toute façon. Donc, Renault 14, Jean-Jacques. Votre voiture passionnée. Alors, on va regarder un peu ces images sur la R14. Vous voyez, un automobiliste assez impatient parce que les démarrages des R14 ne sont pas tout à fait simples. Mais vous êtes dans la Marne, hein, Jean-Jacques. Tout à l'heure, vous le précisiez. Et un peu plus tard dans l'émission, on va aller vers la Citroën GS, que Jean-Jacques n'a pas, parce que Jean-Jacques n'a pas toutes les voitures, hein, il en a quelques-unes, il aime la voiture en général, il aime la voiture de collection, notre ami Jean-Jacques, mais il n'a pas la GS. Et on va parler tout à l'heure de la GS, et vous allez voir aussi que c'est une belle surprise, et en plus, une belle surprise vous attend, parce que comme vous allez le voir, on a déniché une publicité de la GS dès
espagnole. Hein. La GS a eu beaucoup de succès en Espagne. Et ben, figurez-vous qu'on a déniché une publicité espagnole de la GS. Mais regardez d'abord ces images de la Renault 14. On se retrouve dans un instant, oui, Jean-Jacques, restez là bien volontiers.
Usted viaja en una balsa de aceite donde nada perturba su bienestar, ni la tranquilidad que da ir en un GS. Citroën GS. Un coche que empieza donde otros acaban. Alors marrant, on connaissait quand même, hein, les amis, la publicité espagnole de la Citroën GS, avec le coup du cigare. Je sais pas si vous avez fait attention. Regardez bien, 240 000 pesettes. On est en pesetas, c'était marqué en bas de l'écran. Alors, on va parler d'une voiture qui est, pour le coup, la plus vendue par Citroën après la 2 chevaux et après la Citroën AX. 2,5 millions d'exemplaires. On est loin de la Renault 14, hein, avec tout le respect que je dois avec cette formidable voiture qu'est la R14, que j'ai eu le plaisir de conduire personnellement et de côtoyer quand j'étais enfant et adolescent. Mais là, la GS, GSA, il y a aussi la GSA, 2,5 millions, 2,5 millions et demi d'exemplaires. Entre 70 et 86, hein, pas mal d'années entre temps. Elle était fabriquée où? Dans l'usine en Ille-et-Vilaine, nous sommes en Bretagne, le siège de l'usine principale de Citroën à Rennes-la-Janet. Alors pourquoi GS? Moi je m'étais posé la question avant l'émission et puis j'ai fait des petites recherches sur internet et je me suis aperçu que le mot GS venait de son nom d'étude qui s'appelait le projet G, qui devait être décliné à l'époque en une version moteur 4 cylindres à plat type GX et un moteur relatif type GZ. Voilà, l'origine un peu de ces lettres que l'on a trouvées. 78, c'est l'année où le nombre maximal de GS est vendu de toute l'histoire de cette voiture, avec 259 000 exemplaires à peu près. C'est en 73, en 75 et en 78, c'est la Citroën GS qui est la 3e voiture la plus vendue en France et la première dans ces catégories en 78. C'est quand même une voiture qui a été dessinée par un grand designer italien, Flaminio Bertoni, et avec un cahier des charges précis, mais qui ressemble à une sorte de super Ami 6. Vous connaissez la Citroën Ami 6, bien sûr, tous nos amis téléspectateurs la connaissent. Il y a eu des variantes, notamment la Citroën GS Palace, PA2LAS, vous vous souvenez sûrement aussi de ce prototype. Différentes voitures qui ont été lancées. Le moteur définitif pour sa part a été dessiné par un certain monsieur Dupin, expérimenté dès 1969 sur les Ami 6 break avec qu'on appelait un nez allongé. Parce qu'en fait, la GS ou la GSA, ça paraît être comme une Ami 6, une Citroën Ami 6 break avec un nez allongé. Alors, l'évolution, il faut savoir que GS avait fait un break. Moi, j'aime pas beaucoup, hein, je vais être franc. En général, les breaks, je suis pas fanat, mais alors là, quand je vois des photos d'un break Citroën GS, je l'ai pas trouvé super. Avec un break club, un Citroën GS break club, et pas mal de véhicules qui étaient sortis dans les années 70. Il y a eu aussi la GS Birotor qui était d'un type GZ cette fois-ci, la Birotor, et la GS Camargue au salon, qui a été présentée pour sa part au salon de Genève en 1972, également dessiné par le grand Flaminio Bertone, qui expose la Camargue. Alors la Camargue, c'était déjà plus luxueux, avec des phares qui s'apparentaient au style Citroën, mais avec une ligne générale et typique de la griffe Bertone de son dessinateur Marcello Gandini. Un style dépouillé, une voiture qui se caractérisait par un traitement original de la porte arrière, avec une bulle trapézoïdale généreusement vitrée, un découpage des feux arrière original, un pare-brise cintré, un habitacle à la forme très élancée. Mais il faut savoir que la Citroën Camargue n'aura pas de suite en série. Ça veut dire qu'il n'y aura pas la Camargue 2, la Camargue 3, comme on voit sur certains véhicules. Mais elle permet à Bertone de prendre date avec Citroën. Pourquoi? Parce que ça a marché. Et Citroën confiera
de nouveau à Bertone le développement du style de la BX à la fin des années 70. Hein. Ça a duré longtemps, comme je le disais, l'AGS. Le nom Camargue, alors ça c'est pour la petite histoire, je trouve ça très drôle. Eh bien, figurez-vous, si vous aimez les Rolls-Royce, vous devez savoir que il y a également une Rolls qui s'appelle Camargue. Et effectivement, Rolls-Royce a repris le nom de Camargue. Ne me demandez pas les aspects juridiques, peut-être que Citroën n'a pas eu de problème à cela. La Camargue la Camargue est un nom repris donc par Rolls-Royce pour baptiser donc un luxueux coupé qui était en 1975. Comment Citroën, il faut le savoir, Citroën a influencé Rolls-Royce, le nom, bien sûr, le nom. Un petit clin d'œil, c'est Richard Cottener qui a participé aux publicités de Citroën pour le modèle GS. Donc super succès de la GS. On n'en voit quand même plus beaucoup sur les routes de France des GS. On en voit évidemment comme toujours, et Jean-Jacques le rappelait tout à l'heure, du côté plus agréable des voitures de collection, quelles qu'elles soient d'ailleurs à la campagne qu'en ville, et à Paris en particulier, ou dans les grandes villes en général. Mais c'est vrai que on en voit quand même un petit peu, pas assez, pas beaucoup, du goût de Jean-Jacques, de mon goût non plus, mais on en voit, et c'est vrai que GS a été, comme on le disait, un énorme succès. Moi, je ne m'attendais pas à un tel succès, quand même, 2,5 millions d'exemplaires pour une voiture dans cette époque-là, c'est juste absolument complètement considérable. En fait, l'AGS, on pourrait dire que c'est une voiture qui est nourrie d'un certain paradoxe. Un confort voluptueux, un moteur taillé initialement, en tout cas pour les hauts régimes, la tenue de route, le freinage, la direction irréprochable, mais c'est la plus méconnue des populaires de son époque, et elle a été boudée même par les citroënistes, comme on dirait, les plus fervents, avec des routes de France qui regorgeait dans les années 70 par milliers de la Citroën, maintenant qui est devenue quand même assez rare, comme on le disait. Qu'on la déteste, qu'on l'adore, comme dit quelqu'un sur Internet, sur la page gs-gsa.org, que je vous recommande aussi pour cette espèce d'historique GS, si je puis dire, eh bien, c'est une voiture qui marque, sur laquelle la moindre intervention mécanique, je cite, requiert des doigts épais comme du papier de feuille de cigarette, mais qui est d'une robustesse à toute épreuve, moyennant un entretien attentif et régulier. C'est une voiture qui roule en son plomb et sans broncher, entre 7 et 20 litres au 100 suivant le modèle et le poids que votre pied droit lui applique. Et pour la voiture, c'est celle qui a bercé notre enfance, comme le rappelle ce site internet, comme je le disais, gsa.org, avec les premiers tours de roue, la voiture qui ne demande qu'à être redécouverte. Et l'auteur de dire amusamment, c'est la GS, la vôtre, la mienne, c'est tout ça, et bien plus encore, et c'est ce qui la rend si attachante, tout à fait. Attachantes sont l'autre voiture qu'on va découvrir dans un petit instant, et on vous laisse aussi encore sur cette publicité espagnole qui, moi, m'a marqué, avec ce prix en pesette. Je trouve ça génial, ça me rappelle les tours aux frontières Andorran et Espagne dans les années 80.
Alors là, pas d'excuses, vous l'aimez tous. Bah c'est la 2 chevaux, évidemment. Alors la 2 chevaux, la Dutch, la 2 Dutch, la voiture populaire française par excellence. Tenez-vous bien. Alors là, je sais pas si vous imaginez, mais on va parler d'un record ensemble. On fera une émission un jour, rien que sur la 2 chevaux. Entre le 7 octobre 1948, la date de ce qu'on appelle le projet TPV, toute petite voiture, la 7 octobre 1948, et le 27 juillet 1990, production de la 2 chevaux. Vous imaginez? Alors là, on dépasse la R14, Jean-Jacques, et on dépasse aussi la GS, GSA Citroën quand même. On dépasse plein de voitures. Enfin, c'est inégalé. 48, 90. La 2 chevaux. Production, je ne parle pas de l'écoulement des stocks. Production de la 2 chevaux. 5 millions, plus de 5 millions d'exemplaires. À l'origine, il faut savoir qu'en 35, nous sommes en 1935, Michelin, le grand Michelin, fabricant de pneus Michelin, rachète Citroën et avait placé Pierre Boulanger comme patron. Et Pierre Boulanger a une idée géniale, c'est de créer une voiture destinée aux classes sociales du monde rural et à faible revenu. Et évidemment, le souci, c'est pas une œuvre de charité. Le souci premier, c'est de permettre à la maison mère Michelin d'accroître les pneumatiques, forcément. Hein. Bon. Alors, ils font une enquête à plusieurs milliers d'exemplaires à travers le territoire. Boulanger écrit le cahier des charges précis et draconien dans les moindres détails, qui définit le projet TPV, toute petite voiture, TPV, avec 4 places assises, 50 kg de bagages transportables, 2 chevaux fiscaux traction avant, 60 km/h en vitesse de pointe. Bah oui, mais faut pas oublier que c'est fait pour les classes rurales. Et on roulait pas aussi vite que maintenant. Et on avait bien raison. Une boîte à 3 vitesses, facile d'entretien. L'idée c'était quoi? C'était qu'elle puisse être facilement conduite par un débutant. Et d'ailleurs, vous le voyez sur cette pub. Qu'est-ce que Citroën met en valeur? Qu'est-ce que Citroën met en valeur? Eh ben, Citroën met en valeur, la campagne. Nous sommes en pleine campagne française. Alors le slogan publicitaire, c'était donc 4 roues sous un parapluie, qui résume l'esprit général de ce que le patron attendait. Voilà, 4 roues sous un parapluie. Alors, le patron de Citroën désigne André Lefebvre à la tête du bureau d'études, qui avait déjà fait ses preuves sur la traction, qui aura pour associé Pierre Meyer, Alphonse Forco, Jean Muratet, spécialiste de la carrosserie, et on retrouve qui? On l'a parlé tout à l'heure sur la Citroën GSA, Flaminio Bertoni. Alors l'équipe a carte blanche, tant qu'il ne s'agit pas d'esthétique, parce que là il y a un cahier des charges radical, ou de performance valorisante. Le but, c'est d'utiliser des matériaux rares. Le magnésium sont employés pour la réalisation des bras de suspension. Les portes sont circulaires pour s'ouvrir en basculant. Enfin, attention aux doigts, il y a dû avoir quand même beaucoup d'accidents à ce sujet. Et on a des projets donc qui sont à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, dirigés par André Lefebvre, qui aboutissent à une voiture en tôle ondulée, dans une usine de Levallois-Perret. La 2 chevaux naît, elle est présentée au Salon de l'Automobile en 1948, elle n'est pas encore à l'époque disponible, donc c'est une voiture d'origine auvergnate, hein. Énormément critiquée la presse, qui n'a pas apprécié le silence de la firme autour du projet, mais le public est très enthousiaste. Et une plaisanterie est lancée, obtient-on un ouvre-boîte avec elle? Et en 49, juste avant l'ouverture du salon de Paris, elle est reçue par le service des mines et elle est désignée type A, comme la TPV en 1939. Une diffusion assez lente, hein, il faut le savoir. Les premiers clients sont triés sur le volet, qui peuvent commander ce qu'on appelait le vilain petit canard. 876 unités produites en 49, ça monte, 6200 en 1950, et regardez bien, écoutez bien, 232 000 en 1961. 5 millions sont sortis dans les usines. Il y a eu une certaine évolution avec différents prototypes, et l'apogée, c'est en février 1963, les années 63, 67, 76. Tiens, 76, apparaît la première version à thème de son histoire, ce qu'on appelle la 2 chevaux Spot.
à la robe orange et blanche, avec d'autres séries qui suivront, comme la 2 chevaux 007, qui est inspirée du film Rien que pour vos yeux. Et puis vous avez surtout quelque chose d'important à l'époque, c'est que le prix d'achat de la 2 chevaux restait bas. Par exemple, dans l'Allemagne, dans les années 60, il est environ 2 fois moindre que celui d'une Volkswagen, qui connaissait forcément, pas parce que c'est seulement allemand, mais ça connaissait un énorme succès à l'époque. En fait, avec le temps, on l'a conçu comme le produit de remplacement d'un cheval, si vous voulez. Il faut savoir que la 2 chevaux, elle a remplacé le cheval. Et puis, au fur et à mesure, on atteint une autre catégorie, les babacools, qui sont un peu les ancêtres des écologistes. Et puis, par exemple, il y a une plaisanterie de l'époque qui affirmait que la 2 chevaux sort d'usine en portant déjà l'autocollant nucléaire non merci. La possession d'une 2 chevaux devient un signe d'appartenance en quelque sorte. Les propriétaires de chevaux se feraient un signe de reconnaissance entre eux sur la route. Elle a été boudée quand même par de nombreux pays à cause des réglementations de plus en plus strictes en matière de sécurité, de pollution. Donc elle a mal vieilli, si j'ose dire. Elle s'est faite vieille. Elle a cessé de vendre. Il faut savoir que pendant l'année de sa nomination en 1984, après avoir été surpris par la presse au volant d'une luxueuse voiture de course Ferrari. Bienvenue à tous pour cette émission. La presse ne savait pas bien définir. Le Premier ministre Laurent Fabius a rappelé alors par le chef de l'État François Mitterrand, utilise sa Charleston personnelle pour se rendre à Matignon, qui a donc assuré un succès de modèle. Bah oui, c'est en 84, ça figure. Et puis, en 1988, déclin progressif, la production de la 2 chevaux est stoppée à l'usine française de Levallois-Perret. La production de la 2 chevaux 6, certes très vieillissante, mais encore prisée par les jeunes, n'est plus alors assurée que dans une usine Citroën au Portugal, dans la ville de Mangualde. Et il y a eu aussi un projet de vente des outillages de l'usine à la Chine qui n'a pas connu de suite parce que la Chine avait jugé cette voiture dépassée alors qu'elle était très bien adaptée à ce pays dont près de 90% des routes n'étaient pas revêtues. Alors, on va quand même faire un petit clin d'œil parce qu'on aime bien le cinéma sur cette chaîne. Et voilà une petite liste de films avec plein de 2 chevaux. Les Diaboliques de 52 d'Henri-Georges Clouzot, où la 2 chevaux sert au transport du cadavre. Vous avez le Cornio, forcément, en 64, Louis de Funès, Bourvil, le film de Gérard Houry, avec la célèbre scène de dislocation d'une 2 chevaux avec la Rolls que conduit Louis de Funès, et Bourvil qui nous dit qu'est-ce qu'il y a elle va marcher beaucoup moins bien maintenant, forcément. Et puis, il y a les gendarmes de Saint-Tropez, c'est la voiture de la religieuse, toujours de Funès. Les gendarmes se déplacent en Méhari avec une truculente course-poursuite. Ne nous fâchons pas, la course-poursuite entre le type H et la 2 chevaux des méchants britanniques. Alexandre le Bienheureux, la voiture de la Grande, est une 2 chevaux Export de 67. Le Grand Blond avec une chaussure noire, avec une 2 chevaux qui dépasse Pierre Richard et Jean Carmet quand ils font une escapade à vélo dans Paris. Les Valseuses avec Gérard Depardieu et Patrick Devers dans le film de Bertrand Blier, qui volent une 2 chevaux dans un champ, qui démarre pas tout de suite, se trouve menacée par la moissonneuse du paysan qui est hors de lui. Et puis, on a découvert dans Apocalypse Now quand même, le film Apocalypse Now, où la 2 chevaux fait une apparition très furtive, il faut bien s'accrocher pour voir le film, sur un ponton avant l'explosion sous une bombe. Rien que pour vos yeux, avec la très belle Carole Bouquet et Roger Moore, en James Bond au volant. C'est à l'occasion, comme je vous le disais, de la sortie de Rien que pour vos yeux, qu'on sort le tirage limité, la 2 chevaux 007. Joyeuse Pâques de Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo, Marie Laforêt et Sophie Marceau, avec une 2 chevaux verte qui se fait tamponner par la Fiat Uno conduite par Belmondo et finit à cheval sur un rail de sécurité. On pourrait aussi citer Scout toujours de Gérard Jugnot. On pourrait citer également Spy Game plus récemment, Catherine McCormack qui conduit une 2 chevaux bleus dans les rues de Beyrouth. On pourrait citer Louis la Brocante avec une mère religieuse qui a une 2 chevaux. L'horloger de Saint-Paul de Tavernier, ça retour en arrière en 74, Philippe Noiret conduit une 2 chevaux dans ce film. Taxi, où une 2 chevaux bleus se fait accrocher par le taxi qui est la fameuse 406 Peugeot blanche. Mon curé chez les nudistes avec Paul Prébois, c'est un peu moins bien quand même comme film. Paul Prébois joue le rôle du père Daniel qui conduit une 2 chevaux à la fin des années 50. Et puis Boule et Bill, en 2013, vous avez une 2 chevaux. C'est la voiture de la famille du Boule, comme dans les albums BD.
Et puis dans des films musicaux, il y avait notamment La Gadoue de Serge Gainsbourg, composée par Serge Gainsbourg, qui était interprétée par Jane Birkin et les Négresses Vertes, et puis plein d'autres choses. Voilà pour cette émission qui touche à sa fin. On a eu un grand plaisir de vous recevoir et de recevoir notre ami Jean-Jacques. Vous repartez en quelle voiture, Jean-Jacques ? Je suis venu, en fait, c'est pas très original, je suis venu dans une voiture plutôt moderne, qui est la fameuse Seat, mais enfin, à chaque fois, je vais dans une voiture plus ancienne. Parfait, merci Jean-Jacques, merci à tous nos amis téléspectateurs. On se retrouve très bientôt pour ces amoureux des voitures de collection. On explorera énormément de gammes de véhicules automobiles à tous les passionnés de ces voitures qui ont qui ont admiré dans leur enfance, leur adolescence, ou les jeunes générations qui veulent voir à quoi ressemblaient les voitures de leurs parents, de leurs grands-parents. Je ne vais pas dire des aïeuls quand même. Merci, à bientôt.